Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter, peut-être dans le cadre d'un des projets que vous aurez à mener cette année, l'algorithme Minimax qui permet de réaliser des petites intelligences artificielles pour des jeux à somme nulle. Donc, effectivement, cet algorithme va permettre de donner à l'ordinateur une stratégie qui va viser à minimiser la perte maximale, ou réciproquement, ça ne s'appliquera donc que sur des jeux dits à somme nulle, où les pertes et les gains des deux joueurs s'annulent, le gain de l'un constituant exactement la perte pour l'autre. Nous verrons en fin de présentation que cet algorithme est très souvent amélioré par un élagage alpha-bêta. Alors, pour mieux comprendre cet algorithme, le mieux est de partir sur un exemple, et le jeu qui s'y prête très très bien est le jeu du morpion. Alors, je vous rappelle que le jeu du morpion, il s'agit de placer des ronds ou des croix sur une grille de 3 par 3, et celui ou le joueur qui aligne trois signes identiques, que ce soit sur une diagonale, sur une ligne ou sur une colonne, a gagné. Donc par exemple, voilà une partie typique. Chacun des joueurs joue l'un après l'autre, et l'on voit ici que l'ordinateur aurait gagné. Alors comment faire pour créer une intelligence artificielle qui permet à l'ordinateur de jouer contre un être humain? Alors, imaginons une partie qui est déjà un petit peu avancée, et où c'est à l'ordinateur de jouer pour choisir le coup qu'il va réaliser. J'ai décidé que l'ordinateur jouerait avec les ronds rouges. Alors, l'algorithme Minimax est un algorithme qui utilise la force brute, c'est-à-dire qu'il va vérifier et jouer toutes les parties, toutes les possibilités, pour ne retenir que celle qui lui est la plus favorable. Donc, dans le cas qui est ici, on voit que l'ordinateur a trois possibilités pour jouer, qui sont les trois cases vides. Il va tout essayer. Alors, il peut tout d'abord jouer en bas, au milieu. S'il joue là, il ne reste plus que deux positions pour l'être humain, qui joue avec les croix vertes, je vous le rappelle. Et donc l'ordinateur va jouer pour lui toutes les possibilités. Donc la première possibilité, c'est que l'être humain joue ici, au milieu. Dans ces cas-là, l'ordinateur n'aura pas d'autre choix que de jouer dans le coin inférieur, supérieur droit. Alors, l'algorithme, à partir de ce moment-là, va évaluer la situation qui est une situation finale, puisque la grille est pleine, donc les joueurs ne peuvent plus jouer, le jeu est terminé, et regarder si cette situation lui est favorable ou pas. Ici, on voit que les deux joueurs font un match nul, donc on peut par exemple évaluer cette situation en lui donnant une valeur 0. Cette situation va remonter, et on va maintenant jouer l'autre coup possible pour le joueur humain dans cette configuration, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer ici, sur les deux positions qui lui étaient autorisées, il va jouer dans le coin en haut à droite. Dans ces cas-là, l'ordinateur n'aura pas d'autre choix que de jouer ici. Et là, on voit en revanche que cette situation lui est favorable, puisqu'il aura donc trois ronds alignés et qu'il aura gagné la partie. On va donc attribuer à cette situation une valeur de 1 qui remonte. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ici, c'était le moment où devait jouer l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain a choisi de jouer ou ici ou ici. Donc forcément, l'être humain, son but c'est de gagner la partie, donc ce n'est pas de laisser gagner l'ordinateur. Donc l'être humain normalement constitué, qui joue intelligemment, devrait choisir la position la plus défavorable pour l'ordinateur. Donc l'algorithme Minmax va retenir le minimum des deux valeurs jouées pour évaluer la situation. Alors évidemment, ça repose sur le fait que le joueur est censé jouer correctement. D'accord? C'est-à-dire que dans cette situation-là, il va préférer jouer ici plutôt que jouer là. Donc on retient l'évaluation qui a une valeur minimale. C'est-à-dire que l'ordinateur joue à la place de l'être humain en considérant qu'il va jouer le mieux pour lui, c'est-à-dire le moins bien pour l'ordinateur. Et donc on fait remonter la valeur nulle, qui est donc la moins bonne des possibilités pour l'ordinateur. Bien, on a testé donc toutes les positions si l'ordinateur jouait ici, mais il reste les deux positions qui sont là. Donc l'ordinateur va les tester. Imaginons qu'il joue ici. Alors là, on est dans une situation qui est finale, puisque on voit apparaître une ligne, l'ordinateur a gagné, donc on peut évaluer cette situation comme gagnante en lui attribuant une valeur de 1.
Il reste une dernière position à tester qui est en haut à droite. Donc l'ordinateur va jouer là. Il restera alors 2 positions pour le joueur humain. Premier choix, il peut jouer ici. Dans ces cas-là, l'ordinateur n'aura plus qu'un seul choix, c'est jouer ici. Et on voit que cette partie aboutirait à une partie nulle qui serait donc évaluée à 0. Et on fait remonter cette possibilité où il peut jouer ici. Et dans ces cas-là, on voit que les 3 croix vertes sont alignées. Donc cette position est très favorable pour le joueur humain, c'est-à-dire très défavorable pour l'ordinateur, et donc qui va lui attribuer une valeur -1. Comme précédemment, ici c'est le tour joué par l'être humain, l'ordinateur va donc considérer que l'être humain va jouer la configuration qui lui est le plus défavorable, c'est-à-dire qu'il va prendre l'évaluation minimale entre ces 2 positions de jeu, ce qui est tout à fait logique, hein. Le joueur a intérêt à jouer ici, il pourrait se tromper, hein, jouer là, c'est tout le charme de l'être humain, mais on va considérer qu'il joue bien, et donc on fait remonter cette valeur. Alors ici, on est donc maintenant avec l'évaluation de toutes les parties suivant la position où va jouer l'ordinateur, mais là on change de technique, c'est-à-dire que là pour lui, c'est l'ordinateur qui joue, il a donc intérêt à jouer la position qui mènera à la plus grande évaluation. Donc il va retourner la valeur maximale des évaluations entre toutes les possibilités, qui se trouve donc bien être la position où il gagne la partie. Voilà. Alors, voyons ça sous un autre angle. En fait, on s'aperçoit qu'ici, eh bien, on part d'une situation et qu'on va tester toutes les situations possibles. Ça ressemble à un arbre que l'on va appeler un arbre de décision. Et en fait, ce que fait l'algorithme, c'est de parcourir cet arbre de décision, branche après branche, jusqu'à arriver à une feuille qu'il évalue. Et ensuite, les résultats des évaluations remontent. On peut donc aussi voir ça sous cette forme. Voilà cet arbre de décision, la situation dans laquelle se trouve l'ordinateur, les situations qu'il peut jouer et le résultat de l'évaluation qui est retourné. On a donc dans un arbre forcément une racine qui sera le coup à choisir, et on a des feuilles. Ces feuilles correspondant à une situation finale. Alors la situation finale ici c'était je n'ai plus de place dans le plateau, donc la partie est finie. Ici c'était, ou ici d'ailleurs, c'était il y a une ligne, un des joueurs a gagné, j'arrête donc l'évaluation. Donc comme tous les arbres, il a une certaine profondeur. Ici on voit que cette profondeur est de 3 si on prend une profondeur 0 à la racine. Alors pour le morpion, on pourrait se permettre de jouer tous les coups, c'est-à-dire d'aller à la profondeur maximale, puisqu'il n'y a que 9 possibilités en début de jeu, donc on aurait un arbre qui aurait une profondeur de 9. Ça commence déjà à faire un sacré petit paquet de possibilités. Pour d'autres jeux, c'est strictement impossible, on parlera des échecs. Donc on a souvent tendance dans l'algorithme min-max à se fixer une certaine profondeur sous laquelle on ne descendra pas, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir jusqu'à 2-3 coups en avance ce qu'il faut jouer. Mais dans ces cas-là, l'évaluation va changer parce que la partie ne sera pas finie. Donc, on est amené à avoir une fonction d'évaluation qui est un petit peu plus pointue. Alors reprenons un exemple, voici cette partie, et c'est de nouveau à l'ordinateur de jouer. Alors il va, force brute, tester toutes les positions du jeu à partir de cette partie. Première étape, il peut jouer au centre. S'il joue au centre, l'être humain a donc 3 positions. On va donc toutes les explorer. Première position, l'être humain joue en haut à droite. De cette position-là, l'ordinateur a donc 2 possibilités qu'il va aller explorer. Un, il se met ici, et là on a une ligne, donc on va lui donner une valeur élevée, puisque c'est une position gagnante, par exemple 10. Deuxième possibilité, l'ordinateur joue ici. Alors là on voit que du point de vue de l'ordinateur, case rouge, il ne faut pas se mettre du point de vue du joueur humain, parce que là le joueur humain gagnera au prochain tour, mais du point de vue de l'ordinateur, si on fige le match à ce moment-là, eh bien cette situation est moyennement favorable, parce que s'il devait jouer après, il pourrait jouer ici, et donc gagner la partie. Donc on peut lui attribuer par exemple une note de 5. Alors on a essayé toutes les possibilités qui correspondent à cette phase de jeu. On va donc maintenant tester les suivantes. Mais avant, on fait donc remonter la meilleure des 2 situations en prenant le maximum.
Ici donc, on va faire remonter la valeur 10. Deuxième possibilité, le joueur humain met sa croix au milieu. On est ici dans une situation finale, puisque le joueur humain a gagné, qui est très défavorable à l'ordinateur. On peut par exemple lui attribuer une note de -10. Enfin, le joueur humain peut jouer là. Cette situation n'est pas finale, donc l'ordinateur, il lui reste 2 positions. Il va pouvoir jouer dans le coin qui est ici. Cette position ne mènera à aucune victoire. On va donc lui attribuer une note nulle, tandis que la position qui est ici, elle aussi, ne mènera à aucune victoire du point de vue de l'ordinateur. Vous noterez au passage que je me suis bien arrêté à une certaine profondeur, c'est-à-dire que je ne pousse pas l'algorithme jusqu'au bout de la partie, ce qui me force à adopter une évaluation un petit peu plus pointue, un petit peu plus précise pour aider l'ordinateur à faire son choix. Donc ici, le choix est vite fait. De ces deux situations, celle qui est maximale, c'est la même. Ici, c'était au tour du joueur humain. Le joueur humain va choisir, enfin l'ordinateur considère que le joueur humain jouant bien choisira la position qui lui est le plus défavorable pour l'ordinateur, c'est-à-dire la position où il gagne, donc il va retenir le minimum, c'est-à-dire -10. On continue cette fois-ci, une fois qu'on a exploré toutes les possibilités, en essayant cette fois-ci de jouer, l'ordinateur va jouer ici au milieu. Donc on se retrouve, je vais un petit peu plus vite, avec 3 choix pour l'être humain. Il n'y a pas de situation finale. Ces 3 choix imposent de nouveau 2 choix par l'ordinateur que l'on va évaluer ici très rapidement. Là, ça pourrait être gagnant, donc on va lui mettre une note de 5. Quant aux autres, eh bien, la partie finirait par une partie nulle parce que l'ordinateur ne pourrait pas gagner. Donc, on attribue une note de 0. Le joueur humain va choisir le minimum de ces parties, c'est-à-dire 0. Et on continue ainsi de suite. Voilà, dans cette configuration, l'ordinateur a plusieurs possibilités. On voit que s'il joue là, l'être humain peut finir. Donc on a une évaluation qui est très négative et qui se termine. On est sur une feuille de l'arbre. Tandis que les autres configurations mènent à des parties nulles du point de vue de l'ordinateur. Attention, hein, du point de vue de l'ordinateur. Ici, on voit que le joueur humain pourrait gagner au tour d'après. Mais du point de vue de l'ordinateur, on mène à des situations qui sont nulles. Le joueur humain jouant bien va choisir la moins bonne des configurations pour l'ordinateur. Enfin, on teste le dernier cas. Et au moment de valider, maintenant qu'on a les 4 valeurs, eh bien l'ordinateur va donc choisir la valeur qui lui est le plus favorable, c'est-à-dire qui est maximale, et on voit qu'il va donc retenir le 0 qui est ici, et effectivement, ce coup correspond bien au meilleur coup pour l'ordinateur pour empêcher le joueur humain de gagner au prochain tour. Voici un pseudocode qui pourrait faire l'affaire. On le trouve sous d'autres formes. Par exemple, on peut séparer la valeur min de la valeur max dans 2 fonctions distinctes. Ici, on a tout l'algorithme minimax en un seul bloc, c'est-à-dire que eh bien, si on arrive à une situation finale où si la profondeur est celle que l'on a choisie, eh bien, on évalue la situation et on retourne ce nombre. Sinon, eh bien, on teste toutes les situations pour lesquelles on va renvoyer la valeur en allant jusqu'au bout de l'arbre, jusqu'à la feuille de l'arbre. À noter donc ici, là, le joueur est l'ordinateur, donc lui, il a intérêt à retenir le maximum des situations jouées par le joueur humain, tandis que si le joueur est humain, lui, il aura tendance à retenir le minimum, c'est-à-dire que l'ordinateur considère que le joueur humain choisira la position qui lui est la plus défavorable. Alors, dans le jeu du morpion, on sait qu'au premier coup, le joueur a 9 choix, au deuxième coup, une case étant prise, il n'y a plus que 8 choix possibles, etc. etc. Donc, le nombre de combinaisons possibles au début de la partie est donc égal à 9 fois 8 fois 7 fois 1, soit factoriel de 9, qui donne 362 880 combinaisons. Ça fait beaucoup de choses à parcourir, c'est un arbre des décisions qui est très important. Alors évidemment, il y a des combinaisons qui sont rarement visitées car il y a des situations finales, donc ce n'est pas ce nombre exact de situations finales, il n'empêche, c'est vraiment monstrueux.
Quand par exemple on prend pour les échecs, le joueur qui commence, les blancs, hein, traditionnellement, a 20 possibilités, il peut pousser tous les pions d'une case ou de deux, il peut sortir les chevaux. Une partie d'échecs est normalement en tournoi limitée à 50 coups, mais un coup c'est un coup de chaque joueur, c'est-à-dire sans déplacement de pièces. Quand on sait que la complexité de l'algorithme minimax est de l'ordre de n exposant d, où n c'est le nombre de coups possibles et d la profondeur de l'arbre de décision, si on voulait parcourir toutes les situations possibles dans le cas du jeu d'échecs, au lancement du jeu, parce qu'évidemment après tout cela se simplifie, mais au lancement du jeu, il faudrait donc il y aurait donc 20 exposant 100 possibilités, ce qui, au passage, est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment améliorer cet algorithme en se passant de visiter certaines situations qui ne mènent à rien.